Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Alors bon, vous savez à peu près dans quoi vous êtes embarqué. Vous êtes dans le cycle pilotage des flux, visibilité. Mais dans ce cycle-là, on ne parle pas forcément que des outils. Vous connaissez la formule product, people, process. On va sans doute parler un peu plus, on va parler peut-être d'outils, hein, mais on va sans doute parler un peu plus de people et un peu plus de process. Et le titre d'ailleurs est assez évocateur, hein, et presque provocateur. Débrancher son ERP pour mieux piloter ses flux. Et pour ça, on a avec nous Julien Frappat, qui est le propriétaire dirigeant du carrossier Frappat, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis, avec lui, Gilles Olivier, qui est DG associé de Corège Consulting. Donc là, comme son nom l'indique aussi, un cabinet de conseil, et justement avec une approche assez originale. Voilà, messieurs, je vous laisse la parole, et puis on se retrouve pour la séance traditionnelle de questions-réponses. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous avez choisi cet après-midi de participer à cette conférence qui s'intitule « Débrancher son ERP pour mieux piloter ses flux ». Pour introduire cette conférence, je vais demander à Julien Thor-Frappat d'expliquer tout le chemin qu'il a parcouru dans la société, dans le groupe Frappat, pour arriver à ce que, aujourd'hui, ses clients, quand ils visitent Frappat, ils arrivent à dire cette phrase et que vous compreniez mieux ce « ça chez moi ». Julien, c'est à vous. Merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous faire partager mon expérience. Donc Frappat, c'est une PME familiale manufacturière. Donc ça veut dire qu'on travaille avec les mains. Ardéchoise, de 300 salariés. Notre métier, on est constructeur de véhicules frigorifiques et on y fait aussi les services associés, location, réparation. Notre raison d'être, c'est garantir la sécurité alimentaire. Pour cela, on a développé et commercialisé des groupes cryogéniques. Alors, pour comprendre, je vais rappeler mon histoire et mon parcours dans l'entreprise. Donc moi, je suis rentré un 1er mai 97. Dans la famille, on aime bien travailler le 1er mai. C'est pour ça que j'ai un pull rouge. Je suis la 5e génération d'une entreprise familiale. Et quand je rentre dans l'entreprise, il y a un ordinateur. Et c'était le comptable de l'époque qui avait l'ordinateur. Donc moi, donc c'est il y a 27 ans. Hein. Moi, je suis de formation financière. J'ai travaillé en Angleterre. Et donc, mon formatage, c'était le management par l'objectif et la prime. Et c'était le contrôle de gestion. Voilà, ça, c'est ma formation. Donc, très rapidement, ce que je fais, c'est que j'embauche un jeune, j'avais pas trop de moyens à l'époque, donc un jeune en alternance, qui était en difficulté. Il avait 0 en anglais, 2 en français. Par contre, il avait 19 sur 20 en programmation. J'ai dit, tiens, on va pouvoir faire quelque chose. Et donc, ensemble, on a développé un ERP maison sur Access. Et je suis allé jusqu'à 150 salariés. Enfin, j'ai oublié peut-être de vous le dire, mais quand je suis rentré, il y avait 49 salariés. Parce que mon père ne voulait pas passer la taille fatidique des 50 salariés avec tout ce que ça implique. Voilà. Moi, je ne l'ai pas trop écouté, et donc on était jusqu'à 150 salariés. J'avais mon propre access et je pilotais tout ça de mon poste à l'usine. Et ça m'allait plutôt bien. Et puis, on a eu l'opportunité de racheter un site industriel. On a triplé de taille au niveau foncière. Donc là, il a fallu qu'on déménage l'entreprise. Ça a été quand même assez long. Ça nous a pris 4 ans. Donc là, on est en 2010, et en 2010, j'ai le petit vélo dans ma tête de SAP, où j'ai mes 2 confrères, qui sont deux entreprises aujourd'hui, qui sont plus familiales. Une est détenue par les Chinois, et l'autre est détenue par 10 fonds d'investissement. Et donc, ces gens-là étaient sur SAP, et puis moi, en prenant ma douche le matin, j'entends SAP Business One, c'est-à-dire, en fait, SAP avait développé un SAP pour les PME. Et je dis, bon, ça c'est pour moi.
Et puis, donc je prends la décision de basculer sur SAP. Ça dure 2 ans et demi. On fait différents process dans l'entreprise. On commence par la production, puis on arrive à intégrer la commercialisation. Et puis là, moi, j'ai mon assistante qui aujourd'hui est patronne de l'ADV chez moi, qui vient me voir et qui me dit « Julien, j'ai mis 2 heures et demie pour faire un devis. » Je dis « Mais bon, Nathalie, tu as mis 2 heures et demie parce que, en fait, tu n'as pas l'habitude. » Elle me dit « Si, attends, ça fait plusieurs fois que je fais, je te dis j'ai mis 2 heures et demie. » Donc là, je vais voir l'intégrateur de SAP, je dis « Monsieur, il y a un problème, 2 heures et demie pour faire un devis. » Moi, des fois, elle fait 10 devis dans la journée, elle travaille déjà 10 heures par jour, mais c'est 2 heures et demie fois 10 heures, ça fait plus que 24 heures, donc là, il y a un problème. Et là, il me dit « C'est à vous de vous adapter. » Alors là, je lui dis « Attendez, moi, ça fait 2 ans et demi que je maltraite les gens chez moi, je ne leur laisse pas le droit à la parole. Maintenant, c'est vous qui allez vous adapter et vous allez vous casser de mon entreprise. Et maintenant, on arrête tout. » Et donc, j'ai arrêté de travailler avec ces gens-là. Je pense que ça a sauvé ma boîte parce que sinon, je ne serais pas là pour vous parler, parce que ça s'est passé il y a 14 ans. Après, comme j'aime quand même avoir les données, on a développé avec un copain ardéchois dans notre petite ville d'Annonay un ERP maison. Donc là, on a continué à avoir nos données. Et puis, ce qui s'est passé j'ai croisé, je ne sais même pas si c'est Gilles à l'époque, enfin son équipe. Et puis, quand une PME comme la mienne, on est très sollicité. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Alors, Julien, si je me permets, c'est nous qui vous avons sollicité. On vous a dit attention avec SAP. Et vous m'avez dit, Gilles, OK, tu me rappelles dans 1 an. 1 an après, j'ai rappelé Julien. Il m'a dit, mais putain, vous, Corrège, vous êtes pire que les étourneaux, vous revenez toujours au même endroit, au même moment. Et c'est comme ça que notre aventure a commencé. Voilà, ouais. Et ce qui nous a réunis, c'est, en fait, nous, on a une conviction, c'est que, surtout dans les entreprises manufacturières, parce que c'est ce que je connais, le reste, je n'aurais pas la prétention de le dire, mais ce qui crée de la valeur, c'est l'homme. Donc nous, on a une conviction, c'est que la création de richesse se fait par l'homme, avec un grand H. Donc là, on a commencé, et d'ailleurs j'ai un digne représentant de ça dans l'entreprise, on a commencé par la partie commerciale. Donc moi, pour faire un tarif, entreprise industrielle, j'avais une nomenclature avec 1000 lignes. Et quand vous avez une nomenclature avec 1000 lignes, il y a toujours une ligne qui merde. Et le facteur de l'erreur sur la ligne peut être un facteur, on ne sait pas, 10, 100, 1000, ce qui fait qu'en fait, le total à la fin est faux. Et puis donc, on paye des contrôles de gestion pour vérifier ces 1000 lignes, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais moi, j'étais très fier parce que j'avais quand même mon ERP avec mes 1000 lignes. Et puis, à chaque fois, il fallait lancer le calcul, c'était assez long. Et puis, les gens de Corrège, dans une logique de simplification, ils ont fait, on appelle ça, nous, des cartes MCV, carte matière, carte temps. C'est des feuilles A4, tout simplement, alors qu'on travaille à façon, nous. Enfin, on ne fait pas des produits, on travaille à la demande, c'est-à-dire qu'on crée à chaque fois quasiment le produit. Et là, ils me disent, on va arrêter l'informatique et on va aller sur ces cartes. Je dis, vous êtes des grands malades, moi je lâche pas mon informatique, j'ai mis trop d'argent là-dedans, je n'irai jamais sur ces cartes. Ils m'ont dit, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire le calcul de coût de revient de 50 véhicules, et nous, parallèlement, on va faire le calcul de coût de revient de 50 véhicules avec nos cartes. L'erreur entre les deux, enfin le delta, pardon, c'était 2%. Autant vous dire que le prix de marché, c'est pas 2%. Donc j'ai vite compris que mes 1000 lignes, je laissais tomber. Et aujourd'hui, Jonathan, qui est le responsable commercial de l'entreprise, il a ses 3 petites cartes et avec tout ça, il fait tous les chiffrages possibles de l'entreprise. Et puis il est autonome et il peut même le faire en séance chez le client. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Et après, on a eu différentes missions. Et comme moi, je veux être leader du froid durable dans mon pays, peut-être même au-delà, je me suis dit, allez, il faut que je mette tout sur la table. Et ce que j'ai décidé, je leur ai délégué la direction générale de l'entreprise. Donc c'est assez particulier. Normalement, on donne ça à quelqu'un. Voilà, j'ai donné ça à un organisme. Parce que c'est beaucoup plus puissant que quelqu'un. Et puis, ils ont la chance d'avoir fait 2000 missions dans toutes les industries en France et au-delà. Donc, ils arrivent à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et après, avec nos échanges, je pense que je les fais aussi grandir. Donc, depuis, on a travaillé sur l'architecture industrielle en séparant les flux. Bon, on ne va pas le développer là, mais
C'était un enjeu assez majeur chez nous. On a arrêté l'informatique pour le suivi du production en temps réel. On travaille avec des magnettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est physique. On a une grande salle où les gens chez nous se connectent tous les jours. Et on a un organigramme très plat. C'est-à-dire qu'on a un état-major de 10 personnes, chef d'équipe, talent. Et tout ce petit monde se connecte tous les jours. C'est-à-dire que les décideurs et ceux qui font se connectent pour corriger le réel. On a en même temps travaillé le social. On a appelé ça la justice sociale chez nous avec 3 groupes, les talents, la maîtrise, les chefs d'équipe. Et puis on a travaillé, alors ça c'est plus le côté bilanciel, on a travaillé toute la partie matière, on appelle ça chez nous hors-blaye, où en fait on ne traite pas une vis comme on va traiter par exemple un groupe frigorifique. Aujourd'hui tout n'est pas traité sur la même enseigne. Chez nous c'est pas le véhicule qui attend la vis, mais c'est la vis qui attend le véhicule. Par exemple tout ce qui est visserie, on fait que 2 livraisons par an. C'est des très gros appels, on ne les compte pas et on les fait livrer. Comme ça, on en a toujours et on ne surcharge pas nos équipes en termes de logistique et de suivi. Et puis enfin, le travail, ça c'était peut-être un peu plus personnel, c'était de désensibiliser l'entreprise de moi, puisque j'ai réussi elle était un peu trop intuitive personnelle. Puis là, mon prochain challenge, c'est de la transmettre, je l'espère, à mes enfants. Donc on a créé un état-major, et pour qu'il devienne état-majeur, c'est-à-dire que l'ensemble des décisions de l'entreprise soient des décisions collectives. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Merci en tout cas. Oui, merci beaucoup Julien. Pour illustrer les propos de Julien, je vais vous parler du produit Courrèges qu'on appelle le produit SIC. C'est le système immunitaire collectif dont la prétention est de faire grandir les personnes morales. J'ai 3 illustrations qui correspondent à 3 des modules qu'on a développés. Le premier, c'est le pilotage des ventes. C'est la partie aval. Donc, ce que vous avez sous vos yeux, c'est une courbe du pari de la VA, de la valeur ajoutée qu'on souhaite faire sur un an chez Frappa. Et en face, vous avez les magnettes qu'évoquait Julien. Ces magnettes sont tout simplement un véhicule à produire. Et c'est au-delà du véhicule, c'est un chèque. C'est le chèque que l'on promet au client qui va nous payer si le produit est produit donc en temps et en heure. Ce que l'on a sur cette partie-là de ce module-là, c'est de faire des paris collectifs, à la différence de faire, ce qui est écrit en dessous, une somme de prévisions individuelles. Et si vous voulez, on pourra revenir plus largement sur ces notions. Le deuxième module, c'est le pilotage interne. On a fait un gros travail en amont de séparation des flux. Avant, on avait un atelier pour simplifier sur 2 sites ou 2 ateliers où plusieurs produits étaient mélangés. Et c'était normal de les mélanger puisqu'on avait une variabilité d'un produit à un autre, d'un client à un autre, d'une année sur l'autre. On a fait le choix de séparer ces flux. Et aujourd'hui, ces flux sont visuels à la fois sur le terrain, mais aussi dans le pilotage de l'information, pour justement que chaque équipe, et vous voyez les chefs d'équipe qui ont la couleur de leur flux, puissent piloter les flux en levant les contraintes. Et enfin, le 3e module, j'étais sur l'interne, maintenant je passe sur l'externe, c'est-à-dire l'amont. C'est ce que vous appelez APRO, achat. On a différencié autour de 3 couleurs différentes qu'on appelle hors-blaye. Donc ça, c'est un nom de code qu'on en donne à l'intérieur de l'usine Frappa. Et en face, il y a une représentation physique, c'est-à-dire qu'on cherche en permanence à ce qu'il y ait un lien entre l'humain, le physique et l'information. Et je précise bien l'information qui n'est pas forcément informatique et qui peut être aussi informatique. Et en face de ça, on a travaillé le jeu de couverture avec des temps de réponse. Et le temps de réponse, on le prend depuis le fournisseur jusqu'au moment où le produit, le composant, arrive en bord de ligne. Au-delà de tout ça, maintenant, je vais vous parler de l'envers du décor. Et c'est vous qui allez bosser. Je vais vous demander de participer, si vous le souhaitez, si vous pouvez. Je vais vous demander à ceux qui connaissent le Six Sigma de lever la main dans cette assistance. Un seul. 2. Merci pour ce bid. Parce que vous me faites la démonstration qu'on est bien dans un phénomène de mode.
où il y a quelques années, on parlait de Lean Manufacturing, et avant ou après, on parlait de Six Sigma. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler parce que vous parlez que d'IA. Merci de cette démonstration. Et si nous jouons à 1, 2, 3 Sigma, jouons, qu'est-ce que ça veut dire jouer? Est-ce que vous comprenez ce mot-là? Ce mot-là qui fondamentalement est dans le physique de tout ce qu'on manipule tous les jours. Jouer, c'est une tolérance. Et cet exercice-là, je ne vais pas vous demander de le résoudre. Faites-le chez vous, prenez des photos et essayez de répondre à ces deux questions qui sont infantiles au premier degré, mais qui sont bien plus complexes dans la réalité de votre entreprise. Vous avez bien plus de composants, vous avez bien plus de fournisseurs, vous avez bien plus d'aléas. Et ces aléas-là ne sont jamais, jamais, jamais pris en compte dans les ERP, quels qu'ils soient. Et pour autant, dans ce salon, il n'y a que de ça. Trouvez-moi une data qui porte une tolérance. Trouvez-en moi une seule, je serai ravi de partager ça avec vous. Je continue. Est-ce que vous connaissez Yves Morieux? Est-ce que vous connaissez Gallup? Toutes ces notions-là, vous les entendez à longueur de journée, ou à la télé, ou devant vos entreprises. Qu'est-ce que nous dit M. Morieux? C'est la courbe grise et noire, et on a fait ce choix d'associer ces deux courbes, la rouge et la noire, pardon. La courbe grise, selon M. Morieux, c'est que notre environnement, notre humanité se complexifie tous les jours, de plus en plus. On a pris la photo entre 1950 et 2010, pour vous dire que ça fait quelque temps qu'on pratique cette représentation. Votre cerveau est capable de comprendre la projection qu'il peut y avoir, mais en fait, de cette complexité qu'on vit tous tout le temps, qu'est-ce que nous, on fait en face? On met de la complication. C'est ce terme qu'il a utilisé pour expliquer que quand il y a une complexité de x6, en ces quelques années-là, la complication, ce que l'on installe dans nos entreprises, est x35. Mais ça, c'est votre choix. C'est votre choix interne d'accepter de créer de la complication dans vos entreprises. Et en face de ça, parce que nous, on fait le choix de cette corrélation, c'est notre choix, vous pouvez le contester, c'est le désengagement que vous vivez personnellement ou que vous faites vivre à vos salariés. Ne vous étonnez pas que dans les entreprises, il y ait du désengagement. Parce qu'au plus c'est compliqué, au plus vous en rajoutez, et au moins les gens s'engagent. Et pour compenser leur désengagement, vous en rajoutez encore plus. Et vous nous faites croire que l'IA serait la solution à ça. Vaste supercherie, de notre point de vue. Mais respectons ceux qui croient à ce modèle-là. C'en est un parmi dans notre, ce n'est pas du tout le nôtre. Mais j'aimerais comprendre, puisque la semaine dernière, il y avait des gens qui intervenaient pour expliquer comment on pouvait réindustrialiser la France. Expliquez-moi comment on peut réindustrialiser la France, comment on peut faire de la souveraineté nationale avec de la complication et du désengagement des personnes. Expliquez-moi. Si vous avez la solution, je suis preneur, la vôtre. Moi, j'en ai une à vous proposer. C'est celle que Julien Torfrappa vous a expliqué qu'on applique dans son entreprise. Et le chemin qu'on propose, c'est celui-ci. Puisqu'on vit dans un monde où aujourd'hui on a la chance d'avoir des smartphones, des ordinateurs, de l'informatique, posons-nous la question du chemin que l'on prend. Et si on prenait le chemin d'informatiser ce qui marche, et pas l'inverse, d'informatiser pour que ça marche. Quand dans vos entreprises, vous installez des ERP, sans vous poser la question quel est l'atout principal de votre savoir-faire, que ce soit du service ou de la production, et que vous installez les yeux fermés un ERP, que ça soit dicté par un groupe ou dicté par la volonté d'une seule personne, ou parce que vous faites comme tous les autres, parce qu'on ne pourra jamais vous reprocher, comme l'expliquait Julien, de faire comme tous les autres, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'assumer un chemin qu'une personne ne prend?
Le chemin que nous, on a pris, nous, Corrège, c'est celui de Schopenhauer, finalement. Donc on va utiliser ce qui existe. Comme ça, nous aussi, on va être suiveurs pour vous expliquer que finalement, ça existe déjà. Qu'est-ce que disait Schopenhauer? C'est que toute bonne idée, elle est d'abord ridicule. Qu'est-ce que je suis ridicule chez Frappa avec mes petites magnettes? Qu'est-ce que je suis ridicule de mettre un t-shirt sur des gens? Par contre, quand ça commence à fonctionner, le deuxième stade, c'est dangereux. Et oui, c'est dangereux parce que du coup, il y en a qui se rendent compte que finalement, il y a d'autres choses qui pourraient fonctionner autre que tout ce qui n'est pas pratiqué depuis des années. Et une fois qu'on a passé ce deuxième stade, ça devient évident. Bah oui, c'est évident puisque ça fonctionne. Mais tous ceux qui vous disent que c'est évident, c'est ceux qui disaient au départ que vous êtes ridicule. Donc nous, on revendique de faire des choses ridicules, mais d'obtenir des résultats sérieux. Et le principal résultat sérieux qu'on peut avoir dans nos PME, dans nos entreprises, c'est sauvegarder notre emploi, c'est faire en sorte d'utiliser le plein potentiel de l'humain. Et si vous ne tolérez pas que quelqu'un fasse une erreur, et c'est tout simplement parce qu'il y a une tolérance, un jeu qui est à l'extérieur de votre projection initiale, ben justement, on aura peu de chances d'aller plus loin. Donc nous, ce qu'on met en place chez Frappa, en résumé, c'est qu'on fait le choix de casser cette complication en fluidifiant l'atelier, en dédiant des gens. Et Dieu que c'est compliqué, parce que quand il y a un produit qui s'arrête, qu'est-ce qu'on va faire des gens? On les enlève, on les garde pas, mais on va les garder justement pour pouvoir redémarrer plus vite. Quand il y a une crise, quand il y a un client qui arrête un produit, mais on va être plus fort pour redémarrer le suivant, pour être concurrentiel dans le délai. Et après, en face, on va donner de l'autonomie aux gens. On va croire en eux, mais on va leur donner un degré de responsabilité qu'ils sont capables d'assumer. On ne va pas leur demander de tout faire. On va leur demander à un chef d'équipe, à un talent, à un membre d'état-major, d'assumer une responsabilité. Tout le monde ne peut pas tout faire. Par contre, on va demander à des gens de faire des choses spécifiques que nous, on aura choisi, qu'ils soient capables de faire. Et s'ils ne sont pas capables de faire, on va élever leurs compétences. Donc, si à travers cette démonstration, vous pensez que si pour vous, le chemin, c'est celui de la complication, dans ce salon, il y a tout ce qu'il vous faut pour continuer cette complication. Si vous pensez au fond de vous qu'il y a un autre chemin, si vous pensez qu'il est possible de faire autre chose, nous serons heureux de vous accueillir, soit pour visiter Frappa, soit que nous, Corrège, on vienne dans votre entreprise pour visiter et enquêter ce qu'il est possible de faire chez vous pour rendre votre personne morale plus forte. Pas vous individuellement, mais votre personne morale. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre avec Julien. Je veux qu'il y ait des questions. Il y a des questions qui se posent. Moi, je dois avouer que c'est vrai que vous bousculez un petit peu les idées reçues. À la fois, on a l'impression, tout à l'heure vous disiez le lean, c'est un peu, ça complique. On a l'impression qu'il y a quand même une démarche. Là, les cartes, il y a quand même des choses qui s'apparentent. Il y a aussi dans le lean le côté physique, justement, le Kanban, etc. Est-ce que là, il y a des choses qui peuvent se rapprocher de ça dans la méthode? Parce que là, vous n'avez pas du tout parlé de la méthode, qui ne doit pas être une méthode de complexification, mais donc essayer de comprendre un petit peu ce que ça sous-tend comme pratique ensuite. Merci de cette question. Je suis agacé par cette question. Pourquoi? Parce que vous avez dit le mot lean, mais qui sait dans cette assemblée, qui sait ce que ça veut dire le mot lean? Et qu'il y en a un qui se lève, qui vient de prendre le micro, qui explique ce que c'est le lean. C'est que des clichés que vous vous dites. Oui, il y a du Kanban, mais c'est quoi le Kanban? C'est ce que Toyota aurait fait, que Human & Jones aurait retracé dans leur bouquin sur le lean. Le lean, c'est pas le japonais, ce sont des Américains qui ont essayé de comprendre. Oui, dedans, il y a du Kanban. Kanban, c'est étiquette. Donc, si je prends le mot étiquette, oui, on fait des étiquettes chez Frappa. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière le mot Kanban? C'est quelle est la méthodologie? Si je prends le mot américain du lean, c'est ni trop riche, ni trop maigre. Ben, on fait que ça, par exemple, chez Frappa. On fait en sorte de faire le juste investissement, ni trop gros, ni trop petit.
On choisit la compétence ni trop élevée parce qu'elle serait trop chère à entretenir, mais ni trop faible parce qu'elle serait inutilisable. Donc c'est pour ça que quand je parle de phénomène de mode, finalement on parle de choses qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ça fait bien de dire en soirée, devant des copains, ben moi je suis Lynn, il y en a plein vos CV LinkedIn, mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez faire d'une tartine dans LinkedIn de votre CV ou laisser un nom dans votre entreprise? Et qu'on parle du Lean ou pas Lean? Quelle est la méthode propre de l'entreprise? De votre entreprise? Arrêtez de copier Toyota, arrêtez de copier ce que des Américains ont réussi à mettre un jour dans un bouquin. Quelle est votre propre méthode? Vous présentez, s'il vous plaît. Ça marche. Ça marche pas? Si, ça marche. Merci. Intéressant, disruptif, audacieux, j'aime beaucoup. J'ai pas compris, vous avez évoqué 2 supports, les t-shirts, on a séparé les flux. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'ils font sur le tableau, la réunion, de quoi ils parlent, c'est quoi les questions qu'ils traitent? Voilà, ça. Et celui juste après, je crois, c'est avec dans l'entrepôt les couleurs. J'ai pas compris non plus. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Alors merci déjà, si vous n'avez pas compris, ça voulait dire que vous vous intéressez au sujet et je vous remercie pour ça. Je crois qu'on s'intéresse tous au sujet. Hein. Alors, en fait, moi dans mon entreprise, j'ai différents métiers. Je fais des véhicules frigorifiques de tailles différentes avec un nombre d'heures différents. Pour faire court, ça va de 300 à 1200 heures. Voilà. Ensuite, je fais d'autres produits. On fait par exemple des boîtes de détection pour une société américaine qui s'appelle Smith. On fait tous les véhicules, une grosse partie des véhicules plancher cabine pour la société Hélice. On fait des véhicules d'expédition pour des gens qui décident de partir en famille, de tout quitter et ils partent en famille. Voilà. Et on fait aussi des carrosseries, ce que je vais appeler sèches. Et tout ça, c'était un peu fait dans la même structure. Donc déjà, on a séparé, on a 2 ateliers, on appelle ça l'atelier Julien, bon, ça, on va dire c'est mon prénom, et l'atelier Léance, c'est mon grand-père. Parce que mon père, entre les deux, il avait d'autres passions, quoi. Mais bon, il a quand même fait en sorte que je puisse reprendre la boutique. Et donc déjà, on a séparé tout ce qui n'est pas froid sur l'atelier Léance. Et dans l'atelier Julien, dans un même atelier, en fait, avant, on n'avait qu'une ligne de production, où tous les véhicules froids étaient sur la même ligne. Et là, on a fait 3 lignes différentes. On sépare en flux A, on appelle ça chez nous l'autoroute du froid, c'est-à-dire que c'est des véhicules de moins de 400 heures qui doivent se finaliser rapidement. Ensuite, le flux B, c'est des véhicules avec porte relevante. Et le flux C, c'est des véhicules plus complexes. Alors, quel est l'objectif qu'il y a derrière? Donc ça, ces flux ont des couleurs. Le A, il est bleu. Le B, il est jaune. Et le C, il est magenta. On n'a pas fait rose parce que nos gars dans l'usine, si vous faites rose, ils ne le prennent pas bien. Donc on a mis magenta. Là, ils vont beaucoup mieux depuis. Et donc on a fait ces 3 flux différents. Et on les a mis en couleurs différentes. On va même jusqu'aux ressources humaines. C'est-à-dire que les dossiers de chacun chez nous ont 3 couleurs différentes. Pour que, en fait, si vous voulez, les gens s'identifient bien dans l'usine. Et ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on ne veut pas que les gens entre flux cèdent. Mais on veut, par contre, que dans le flux, ils cèdent. Parce que ce qui se passe dans les entreprises, on a des organisations qui sont verticalisées. On a un responsable de la qualité, on a un responsable de la soudure, on a un responsable tac-tac. Et en fait, nous, le véhicule, à chaque fois, ce responsable ou cet expert arrête le flux du véhicule. Parce que comme c'est un expert, il contrôle. Voilà. Donc là, on a renversé la table. Et au lieu de travailler verticalement, comme on le fait dans la plupart des entreprises, on travaille en flux. Vous savez, on travaille horizontalement. Et donc, quelqu'un qui, par exemple, travaille en amont, qui fabrique des panneaux, il peut aller jusqu'en finition, aller donner un coup de main, parce que dans un acte de travail, il y a 3 temps. Il y a le temps de préparer, il y a le temps de faire et il y a le temps de ranger. Alors le temps de faire, il faut être quelqu'un de métier. Un électricien, si vous n'êtes pas électricienne, vous ne pourrez pas faire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est préparer. C'est-à-dire que vous pouvez préparer ces câbles, vous pouvez préparer ces cosses, et vous pouvez ranger et nettoyer derrière. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un sachant de faire, vous pouvez dans le flux aller l'aider. Parce que le but, en fait, c'est de sortir le maximum de véhicules. Et ce n'est pas que chacun fasse son travail. Moi, c'est un truc que je déteste, c'est quand quelqu'un me dit « Mais non, moi, je fais mon travail ». Qu'est-ce que ça veut dire, faire ton travail? Non, le but, c'est que tu sortes.
il écule. Voilà, ça c'est pour vous répondre sur les flux. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Voilà. C'est des flux collectifs, quoi. Enfin, Pardon ? Non, je suis là. Oui. Il y a un travail collectif sur un même flux, une même équipe, quoi. Voilà, Enfin, si vous voulez, par flux, identifier, vous avez sur le flux A, il y a 40 personnes et sur le flux C, il y a 60 personnes dans différents métiers. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'un optimum local n'est pas forcément un optimum général. Je vais m'expliquer. Dans nous, je pense qu'on est un vrai modèle de réindustrialisation, puisqu'on est dans un métier très dur, très manuel, donc tout ce qu'il ne faut pas être en France. Hein. Et on était 49, là on est 300. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé d'intégrer les métiers. Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on le fait nous-mêmes. Il y a 20 ans, la part achat chez Frappa, c'était 70%. Là, on est bientôt en dessous de 50% de la part achat. Donc ce travail, donc on le mène sur ces 3 flux. Et après, il y a d'autres flux qui sont des flux, ce qu'on appelle des flux associés, où c'est des petites unités qui vont servir ces 3 flux. Et ces flux associés sont de couleur grise. Voilà. Donc ça, c'est pour les flux. Et pour la partie, la deuxième question, c'est-à-dire hors blague. Donc voilà, moi pareil, je pensais Kanban, c'est-à-dire juste à temps. Voilà, on a une méthode et puis on fait toujours pareil pour liner les achats. Et puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que parce qu'on n'a pas une vis, on va pas pouvoir livrer le véhicule. Donc ça, c'est un truc de fou. Hein. Nous, un véhicule en création de valeur, c'est de l'ordre. On est dans des métiers très durs, mais c'est de l'ordre de 20 000 €. C'est-à-dire entre le prix de vente et si j'enlève juste ma part achat. Pour ne pas avoir la vis, en fait, je vais ne pas créer 20 000 € dans la journée ou dans la semaine fois le nombre de véhicules. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on a classifié selon trois critères. L'or, c'est ce dont nous avons besoin, qui est assez fréquent et qui a une grosse valeur. Donc c'est moi qui en suis le garant en tant que chef d'entreprise, parce que ça touche à la colonne vertébrale de l'entreprise. Le bleu, c'est ce qu'on a besoin tout le temps, en grosse quantité, qui n'a pas forcément de grosse valeur. Là, c'est plutôt la personne chez nous qui est en charge des achats, qui en est le référent. Et le jaune, c'est ce qui est spécifique au véhicule. J'ai par exemple un client qui veut une caméra 360. Si je n'ai pas cette caméra, je ne livrerai pas le véhicule. Donc là, ça ne passe pas par le service achat. C'est directement le bureau d'études qui fait sa commande. Alors bien évidemment, on achètera moins bien puisque ça ne passe pas par le service achat. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que ça arrivera à temps et qu'on livrera notre client à temps. Et de toutes les manières, notre commercial, comme c'est quelque chose de spécifique, il l'a chiffré. Il a le chiffrage du bureau d'études, d'un fournisseur, et il l'a mis sur son prix de vente. Donc de toutes les manières, il a pris sa marge dessus. Et nous, ce qui est important, c'est d'être solidaire avec notre client et de respecter le délai. Dans mon métier, j'ai 8000 références. Je travaille à la commande. C'est-à-dire qu'à chaque fois, presque, j'invente un véhicule. Mon père, pendant 30 ans, n'a jamais géré un délai. Moi, ça fait 27 ans que je suis là. Pendant 24 ans, je n'ai jamais géré un délai. J'avais des clients qui m'appelaient, qui me disaient « Où est mon véhicule ?» Et je dis « Putain, on ne l'a pas lancé en production. » Je peux vous assurer que vous passez des moments où vous vous sentez seul au monde. Là, aujourd'hui, on ne respecte bien évidemment pas tout, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Par contre, aujourd'hui, on gère nos délais. Voilà, grâce à ce type de travail. Et après, il y a des couleurs, et ces couleurs sont mises dans l'usine. C'est-à-dire que vous voyez, le jaune dans l'atelier est étiqueté en jaune, l'or est étiqueté est marqué en or, et le bleu en bleu. Voilà, donc on a une visualisation, plutôt qu'appuyer sur un bouton, avoir un stock mini. Aujourd'hui, ce qu'on attend, nous, c'est que notre chef d'équipe soit capable, en visuel, en rentrant dans leur zone, à savoir s'ils sont en bon niveau de stock. Ils ont l'informatique en support, mais déjà visuellement, ils sont capables d'avoir cette sensibilité-là. Donc ça donne du sens, quoi. Dès qu'on voit... Ça donne du sens, ça donne de la cohésion d'équipe, ça responsabilise les gens. Chez nous, ce sont les chefs d'équipe qui ont la responsabilité de la gestion de leur stock. C'est eux qui déstockent, c'est eux qui réapprovisionnent. Après, on les a aidés pour calculer le stock mini, pour donner ce genre de critères et connaître par rapport au délai fournisseur, puisque vous avez des fournisseurs qui peuvent vous donner en 48 heures. Il y en a d'autres, c'est 1 an. Hein. Donc évidemment, on ne traite pas un fournisseur en 1 an comme un 48 heures ou à la journée.
J'ai répondu? Oui, j'ai deux questions. La première, donc vous êtes arrivé à cette, mettons, cette différenciation par flux, cette différenciation en termes de stockage pour cette entreprise-là. Mais pour bien comprendre votre méthode d'approche, ça serait un autre témoignage, on aurait autre chose en face là, où à chaque fois, vous aboutissez quand même à, ben non, on va gérer par flux, de manière très, enfin, je ne sais pas dans quel sens le dire, mais de manière très intégrée, je vais dire ça comme ça. Amen. Oui, voilà, c'est ça. On arrive à ce type de solution parce que c'est cette entreprise-là où votre méthode peut amener à d'autres types de gestion de supply autres. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, qui était un peu par rapport à votre conclusion, informatisons ce qu'il est nécessaire. Et justement, j'aimerais bien que vous développiez ça, en fait. C'est quoi enfin, je ne sais pas si ça marche par critère ou par maturité ou par je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'on peut décider d'informatiser et qu'est-ce qu'on peut décider de laisser à l'échelle de l'humain, parce que c'est mieux comme ça. Comment vous répartissez ça? Et puis finalement, j'en ai une troisième, puis après j'arrête. Ce type d'approche, alors j'ai regardé sur votre site internet, vous avez des groupes encore plus grands, ça peut marcher aussi sur des gens qui ont des stocks un peu partout, des entreprises très très grosses. Voilà, j'ai fini. Merci. Je vais essayer de me rappeler des trois questions. La première, c'est que je reviens en arrière sur ce pilotage des ventes. Je rappelle qu'on a un produit qui s'appelle SIC, Système Immunitaire Collectif, qui est fait pour le développement des PME et des personnes morales et des grosses entreprises. Donc il n'y a pas de limite de taille. On fait ça avec des PME comme celle de Julien Torfrappa, et on fait ça dans des grands groupes, pas forcément français, de plusieurs milliers de personnes avec plusieurs milliers de références. Références composants, références produits finis. Donc là, je pars de la fin. Ce que vous avez sous vos yeux, on le fait quel que soit le type de produit et de taille de société. Ce pari collectif. Ce pilotage interne, c'est justement, Julien l'a parlé par rapport aux fonctions financières. Aujourd'hui, on parle de coût complet et c'est un vrai piège pour toutes les entreprises, parce que ce qui a fait aussi basculer Julien à ce qu'il intègre son châssis chez lui, parce qu'avant, il achetait en Espagne, c'est qu'on revisite la manière dont on regarde les coûts et les gains de l'entreprise. La manière dont vous regardez, ça fait faire des choix complètement différents. Julien était persuadé qu'il perdait de l'argent. On lui a montré qu'il en gagnait. Justement, en regardant de plus près chacun des produits, et c'est chacun de ces produits en les mettant physiquement en flux dans l'entreprise. Vous avez bien compris que dans cette représentation, que, bon, au hasard, on appelle ça une autoroute. En plus, il y a 3 voies ABC. Donc cette autoroute-là, elle est bien plus rapide. Il y a bien plus de volume dedans, en valeur ajoutée, que ce qu'il y en a dans les 6 autres en dessous qui sont plus petits et qu'on a mis à part. Donc là, on peut appeler ça des départementales. C'est à part. Et ça, quelle que soit la taille de la boîte, quel que soit le produit que vous faites, produit et service. Et enfin, le suivant, c'est l'externe. C'est toute entreprise a des approvisionnements externes. Et ces approvisionnements externes, on les regarde depuis le fournisseur, rang 1, rang 2, rang 3, regardant jusqu'où il faut, justement pour sécuriser la pro. Et ça aussi, on le fait quelle que soit la taille de l'entreprise. Parce que vous avez cette séparation en 3 grandes familles. On a fait ce choix-là chez Frappa. Par contre, il y a des entreprises où on décide de le faire en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Ça dépend, comme la mise en flux. Il y a des endroits où on fait 5 flux, d'autres on n'en fait que 2, etc. Donc c'est ça qu'on variabilise. Mais à la fin, il y a toujours ça. Il y a toujours ce pilotage opérationnel de vente, d'interne et d'externe, que chez Corège, on appelle le pilotage de la vie. Vente, interne, externe. Et après, votre dernière question, je ne m'en souviens plus. Sur le rôle sur l'importance de l'informatique et où informatiser et pourquoi. Parce que vous disiez quand même qu'il y avait des choses qui étaient utiles.
À l'origine, Corrège est né de la maîtrise des temps et la maîtrise tout simplement aussi donc des post-opératoires. Et ce que l'on fait d'une manière très physique, c'est de dire que ma main que j'ai ici, quand je bricole, quand vous fabriquez chez vous, on se dit qu'en permanence, la main ne doit pas servir d'étau. Donc, pour tenir une pièce, quand vous faites de l'usinage, quand vous faites une opération, si vos mains servent à chaque fois, servent d'étau, pardon, vous ne pourrez pas faire votre opération. Donc, tout ce qu'on peut faire sur un poste de travail, si je viens à ce truc le plus élémentaire qu'on pourrait avoir dans une société de production, c'est que la pièce, on la met dans un étau et on peut travailler dessus. Avec la tête, on fait pareil. Quand on écrit informatiser, ce qui marche, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en base de données, en stockage, en calcul, pour libérer ma tête. Mais toute cette libération de la tête que je peux avoir, c'est pour avoir du temps disponible pour faire des choses qui soient bien plus fortes que tout ce qu'on pourrait voir dans soi-disant l'IA. L'informatisation, informatiser ce qui marche, c'est nous aider à libérer de notre tête cet étau qui nous prendrait du temps. Oui. Je suis Jean-Marie Baumy, consultant indépendant dans le domaine du supply chain management. Et je dois vous dire que je bois du petit lait. Je suis consultant depuis plus de 35 ans et je pense que la moitié de mes interventions pendant tout ce temps-là, ça consistait à faire de l'après-SAP. C'est-à-dire faire après ce qu'on aurait dû faire avant. Et ensuite, du point de vue de l'implication des personnels, moi j'ai deux autres exemples en tête qui me viennent. Il y a une entreprise dans le Vimeux qui s'appelle Favi, qui fait de la fonderie de bronze, qui a un modèle d'organisation et d'implication des personnes qui est remarquable et qui est basé sur le même principe. Et le deuxième, qui est un peu plus important, qui s'appelle Brioche Pasquier, où là aussi, toutes les équipes de production sont entièrement autonomes dans ce qui concerne même leurs prises de congés qui sont faites en fonction de leurs clients, etc. Donc, l'implication du personnel avec des méthodes de management complètement différentes de ce qu'on connaît habituellement est très profitable. Parce que je rappelle que Brioche Pasquier, c'est une petite boulangerie de l'ouest de la France qui est devenu un groupe international. Si je peux échanger avec vous, donc j'ai lu le bouquin, donc c'est M. Zobrist qui était le dirigeant de. Et moi, je préférais. Alors lui, c'est l'entreprise libérée. Moi, je suis un peu gêné par ce terme-là. Je préfère l'entreprise responsabilisée, parce que la limite, c'est qu'il faut. C'est comme dans le sport. Il y a quand même un terrain de jeu, il y a quand même un arbitre, il y a quand même des règles. Parce que si vous libérez tout, après, voilà. Non, mais c'est... Parce que moi, je suis apprenant aussi, voilà, je vais plus sur la responsabilisation que la... Alors quand on responsabilise, on libère aussi, mais voilà, c'est juste... Merci, monsieur, pour ce retour. Je me permets de reprendre la parole, peut-être pour conclure. Il y a quelque temps, je suis allé au Sénat à la demande d'une sénatrice pour nous expliquer aux sénateurs, finalement, sans avoir présenté ce schéma-là, mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour que l'on puisse être plus attractif en France. J'ai posé la question, ou j'ai affirmé aux sénateurs, vous le prendrez de la manière dont vous voudrez, mais comment voulez-vous que quelqu'un puisse se passionner par son travail sur le terrain s'il sait qu'il va être remplacé par un robot? Comment voulez-vous que quelqu'un dans un bureau puisse se passionner, s'engager dans son travail s'il sait qu'il va être remplacé par un outil informatique? Je vous invite à réfléchir à ça et je vous invite à, si vous avez au fond de vous le sentiment qu'il y a un chemin différent, venez nous voir, ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup encore une fois de votre attention. Merci encore.